Christian Daigle est président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Il vient faire un tour ici en studio à toutes les 2 semaines et avec lui, on regarde, on écoute son analyse, son décryptage, sa vision de certains sujets d'actualité qui touchent notamment aux fonctionnaires au Québec ici. On va commencer avec le projet de loi 89, si je ne me trompe pas, sur le régime forestier. Pas de problème, on y va avec le projet de loi 89. 97, excuse-moi. Oui. La fameuse réforme du régime forestier qui a provoqué l'ire de beaucoup de groupes citoyens au point d'accoucher de certaines manifestations en fin de semaine. Je sais que dans mon coin de pays, à moi, en Haute-Mauricie, les Atikamekw notamment se sont ligués donc contre ce projet de loi-là. Ça t'inspire quoi, toi, Christian? C'est rien de bon pour les forêts québécoises et pour l'ensemble de la population du Québec, incluant les communautés autochtones également aussi. C'est la ministre Maïté Blanchette-Vézina qui a déposé ce projet de loi-là au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce projet de loi-là vise à donner plein pouvoir aux compagnies forestières. C'est 30% du territoire québécois qui maintenant va passer sous le joug des compagnies forestières, qu'elles vont faire ce qu'elles veulent sur le territoire, parce qu'on sépare le nouveau régime forestier qui avait été mis en place après, mettons, le film de Richard Desjardins, L'erreur boréale, il y a 25 ans, après le rapport Coulombe qui a été fait il y a une vingtaine d'années, on avait mis en place quelque chose qui pouvait se tenir, qui pouvait permettre d'avoir un certain contrôle sur la forêt québécoise par le gouvernement du Québec, par les usagers également de la forêt également aussi. Là, on se retrouve à mettre un nouveau régime en place qui va séparer la forêt en trois zones différentes. Et le tiers de cette zone-là, 30%, va tomber sous le contrôle des compagnies forestières uniquement. Donc, il n'y a plus personne qui va avoir accès à ces forêts-là sans avoir la permission de la compagnie forestière. On se retrouve comme dans le bon temps des compagnies forestières au tout début du Québec, au tout début de la colonie, où est-ce que les compagnies faisaient ce qu'elles voulaient comme elles le voulaient sur les territoires. Donc, puis ça, ces forêts-là sont surtout situées, ce 30%-là, au sud. Donc, où est-ce que les forêts sont le plus giboyeuses, où est-ce que les forêts sont le plus également aussi, la croissance de la forêt la plus grande également aussi. Et il y aura un autre 30% qui va être octroyé pour la biodiversité, mais qui se retrouve plus dans le nord. Donc, même dans le sud, les endroits qu'on voulait identifier comme des places de biodiversité, des places où ce qu'on pouvait avoir une zone protégée, ça va être sous l'aménagement de la compagnie forestière, comme elle le veut, comme elle le souhaite, sans aucun contrôle du gouvernement du Québec. Donc, pour nous, c'est très préoccupant et c'est un recul incommensurable par rapport à ce qu'on pouvait faire avant avec la forêt publique, parce que 90% du territoire québécois, et c'est de la forêt publique. Donc, il faut qu'on puisse contrôler ce qui se passe à ce niveau-là. On peut même... C'est terrible parce que le gouvernement Legault évoque la menace trumpiste, en quelque sorte, pour dire il faut absolument protéger notre industrie du bois, puis ça passe par un laisser-aller de l'État quasiment absolu dans ces fameuses zones-là, donc qui vont être accordées à l'industrie, parce que, comme tu le dis, le gouvernement renonce à toute forme de juridiction, toute forme de possibilité d'aller protéger des milieux humides importants, des écosystèmes particuliers. Tout à fait. Et même le développement, le reboisement va tomber sous le contrôle de l'industrie forestière. On sait que les feux de forêt qu'il y a eu au niveau du Québec, il y a 2-3 ans de ça, qui ont été majeurs, quand il y avait une replantation qui était uniquement de conifères, les feux de forêt se propageaient encore plus vite à travers les forêts de conifères. C'est les forêts de feuillus qui amenaient une zone tampon souvent à ce moment-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont reboiser pour pouvoir recouper encore plus rapidement. Donc, ça va être avec du conifère. On va devenir avec une monoculture dans nos forêts à ce moment-là. Les coupes à blanc vont pouvoir recommencer également aussi. C'est complètement aberrant. Et on a déjà subventionné, le gouvernement du Québec a déjà subventionné ces compagnies-là en faisant les chemins forestiers, en permettant des droits de coupe à certains endroits, en amenant toute une série de mesures financières pour les aider. Et là, on leur redonne toutes ces forêts-là directement à eux et sans aucun contrôle de l'État québécois. Donc, on a des centaines de techniciens forestiers, d'autres d'habitude, qui parcourent les forêts, qui s'assurent que les coupes sont faites correctement en fonction du plan de contrôle qu'on a ou du plan de coupe qui est octroyé. Puis là, on n'aura plus aucun contrôle là-dessus. Ça promet. Oui. Tu voulais nous parler aussi ce matin de la hausse de la charge de travail des préposés aux télécommunications à la Sûreté du Québec. Oui, effectivement. Les gens qu'on représente, c'est 375 personnes qui répondent au niveau de la Sûreté du Québec dans les 11 centres de gestion des appels. Donc, quand vous appelez, si vous êtes sur la route, vous appelez étoile 4141. Quand c'est pas les centres 911 des villes, c'est les gens de la Sûreté du Québec, c'est les préposés aux télécommunications qu'on les appelait à l'époque. Maintenant, les agents de soutien aux activités policières, ASAP,
Ces 375 personnes-là sont syndiquées chez nous au SFPQ. Ces gens-là ont 2 fonctions. La première fonction, c'est de répondre aux citoyens, de les aider dans des moments critiques, des choses qui se passent, comme des fois des choses moins critiques également aussi. Mais dans d'autres endroits également, dans d'autres situations, c'est d'accompagner les policiers lors d'interventions policières. Ces gens-là vivent un stress constant de par leur travail. C'est sûr qu'il y a des fois des appels, comme moi, des fois j'appelle parce qu'il y a un fauteuil qui est tombé sur l'autoroute, mettons, puis qui est dans la voie, un chevreuil qui a été écrasé, mais il y a des gens qui appellent parce que ils sont en situation de détresse psychologique ou de détresse physique. Il y a quelqu'un qui a été agressé devant eux, ils trouvent un corps, il y a un accident mortel qui s'est produit, il y a une situation de quelqu'un qui s'est barricadé, c'est une violence également aussi. C'est des gens qui vivent un très grand stress. Et nous, on a réalisé une étude entre le 24 mars et le 2 avril, puis 77% des gens qui ont répondu à notre sondage ont constaté une hausse de leur charge de travail, puis une hausse marquée de leur charge de travail dans la dernière année. Alors, pour nous, il y a eu 3 facteurs qui ont été identifiés chez ces gens-là. Le manque de personnel en est un premier, parce qu'il y a des endroits où est-ce qu'il n'y a même plus de couverture 24 heures sur 24 du territoire. Donc ça amène un problème également. Donc, le manque de personnel, la hausse des appels de détresse également. Et la dernière chose, c'est la formation des autres employés. Parce qu'on a 43% de taux de roulement annuellement. Donc, c'est beaucoup d'employés qui changent et les nouveaux employés qui arrivent doivent être formés, doivent apprendre à répondre aux gens, à accompagner ces gens-là aussi. Ils ont des formations, mais ces gens-là sont peut-être moins habitués de travailler dans ce domaine-là initialement. Chose, hein? Bien sûr, on perd exactement, puis on perd beaucoup de gens au niveau des centres 911 parce que les gens sont mieux payés que chez nous au niveau du provincial, mais on est capable, oui, effectivement, on est un peu un centre de formation pour les grandes villes avec le 911, même si la dernière convention collective a permis un certain rattrapage. Le 911 relève des villes, oui, c'est ça? Exactement. Le 911 relève des grandes villes, donc chaque grande ville comme Québec, Montréal, Longueuil et compagnie ont leur centre d'appel 911, qui est le centre pour la ville qui est géré par la ville à ce moment-là. Mais en dehors de ça, tous les territoires qui sont couverts par la Sûreté du Québec, qui est l'ensemble des autres municipalités et des villes de moins grande envergure, bien, c'est les centres d'appel, centres de gestion des appels. On en a 11 au Québec qui sont situés partout. Puis on a même un à Québec aussi pour le domaine autoroutier en dehors de la ville de Québec même. Ouais. Donc, ces situations-là de détresse affectent nos membres, amènent un roulement de personnel également aussi. Parce qu'on perd des gens au niveau des centres 911 des villes, mais on perd des gens parce qu'ils s'en vont ailleurs, sont plus capables de gérer la situation également. Donc, pour ça, on veut travailler avec nos gens et avec le gouvernement pour essayer de trouver des solutions à ça aussi. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, justement? On demande d'avoir un meilleur encadrement de ces gens-là, de trouver des solutions aussi, d'avoir un salaire qui est correct au niveau des conditions de travail pour pouvoir combler les postes manquants. Parce que le problème, c'est qu'on amène du temps supplémentaire pour les personnes. On peut pas avoir un centre d'appel où il n'y a personne dedans parce qu'on a besoin de ces gens-là pour répondre à la population. Donc, il faut qu'on ait un nombre suffisant d'employés. Puis si, c'est un peu comme les infirmières, tu sais, s'il n'y en a pas d'infirmières, on est obligé de faire rentrer d'autres en temps supplémentaire. Oui, c'est essentiel, ce travail-là. Exactement, c'est un travail essentiel. Puis autant pour l'accompagnement des policiers qui interviennent sur le terrain que pour les citoyens qui sont en détresse, qui ont besoin de parler à quelqu'un. Puis souvent, les appels, c'est pas des appels de 30 secondes, c'est des appels qui vont durer plusieurs minutes parce qu'on accompagne ces gens-là pour justement des situations qui sont problématiques, des gens qui vivent un traumatisme, des gens qui ont besoin d'aide. Donc, il faut qu'on puisse accompagner ces gens-là pour trouver des solutions à long terme pour garder ces gens-là en poste, mais enlever cette charge-là mentale, cette détresse psychologique-là qu'ils vivent au quotidien et de plus en plus dans les dernières années. Ces gens-là, dis-le-moi si je me trompe, mais mettons que tu roules sur la Côte-Nord, tu vois un motocycliste qui a eu un accident, il est à terre, il est blessé, t'es la personne qui assiste à cet accident-là. Tu es le premier à arriver sur les lieux. Tu téléphones. Oui. En fait, tu vas faire le 911 sur ton téléphone, mais l'appel que tu fais va être transmis à cette centrale-là. Ou tu peux faire l'étoile 4141 aussi. Puis par réflexe, j'imagine que les gens, la plupart du temps, vont faire le 911. Peut-être, mais moi, j'ai la composition automatique sur mon téléphone aussi. Donc là, dans ce cas-là, c'est le centre de Bécomo qui va te répondre. Puis le centre de Bécomo va pouvoir t'assister puis va pouvoir t'aider. Mais on est ensemble, on roule justement sur la Côte-Nord, puis là, il y a un accident qui se produit. On est où au juste? Il faut donner la place, mais si c'est pas le genre de Bécomo qui répond, c'est celui de Rimouski ou c'est celui à ce moment-là qui est à Rouyn-Noranda parce qu'il y a un transfert d'appel qui s'effectue, les personnes n'auront pas la même connaissance du terrain aussi. Tu sais, il y a des endroits où les mondes ont des régionalismes. Ils appellent la butte à mounette, ils appellent les affaires. Il y a des endroits où les gens appellent en fonction de qu'est-ce qui se passe. Des fois, j'appelle même pas encore le boulevard René-Lévesque, j'appelle encore ça Saint-Cyril. Mais pour quelqu'un qui est en dehors de la région, ne connaît pas ces régionalismes-là, le soutien et la réponse peut prendre plus de temps.
au niveau de la police. Donc, c'est ça qui arrive. Fait que oui, ces gens-là appellent, c'est un centre d'appel qui répond, on va pouvoir les assister, on va pouvoir envoyer des policiers, on va pouvoir justement les aider pour, dans la situation, quoi faire en attendant que les secours arrivent aussi. Parce que les secours ne sont pas nécessairement à côté. Dans une ville, le service de police, souvent, il y a des patrouilleurs qui sont un peu partout, mais dans les grands centres, dans les petits centres, je veux dire, dans les autoroutes, c'est pas des policiers qui sont exactement à côté. Donc, ils couvrent un très grand territoire avec un effectif qui est minimum également aussi. Très préoccupant tout ça. Merci beaucoup, Christian Daigle. Christian, tu es président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. On se revoit à la rentrée à l'automne, Christian, parce que c'était ta dernière intervention. Effectivement, c'est la pause estivale qui s'en vient. Fait que merci beaucoup pour les chroniques qu'on a pu se jaser puis échanger. Ça m'a fait plaisir. Puis j'espère justement être de retour l'automne prochain. Grand merci pour ta disponibilité, surtout, Christian. Merci, Philippe. Bon été. Bon été à vous autres aussi. Vous voulez entendre des témoignages inspirants de personnes qui se sont